Comment se figurer l'activité d'un cerveau exclusivement occupé sa vie durant d'une surface composée de 64 cases noires et blanches. Sur le grand paquebot qui à minuit devait quitter New York à destination de Buenos Aires, régnait le va-et-vient habituel du dernier moment. Un peu à l'écart du mouvement, je m'entretenais avec un ami sur le pont promenade, lorsque 2 ou 3 éclairs jaillirent tout près de nous. Apparemment, un personnage de marque que les reporters interviewaient et photographiaient encore juste avant le départ. Mon compagnon regarda dans cette direction et sourit. « Oh! Vous avez à bord un oiseau rare, Czentovic, Mirko Czentovic, le champion mondial des échecs. » Je me souvins alors de ce jeune champion. Il y avait environ 1 an, Czentovic était devenu tout à coup l'égal des maîtres les plus célèbres de l'échiquier. Depuis qu'en 1922, Rzewski, le jeune prodige de 7 ans, s'était distingué au tournoi de New York, on n'avait vu personne d'aussi obscur attirer avec autant d'éclat l'attention du monde sur l'illustre confrérie des joueurs d'échecs. Car les facultés intellectuelles de Czentovic n'eussent permis en aucune façon de lui prédire un brillant avenir. Czentovic était le fils d'un misérable batelier slave du Danube. Son père mourut. L'enfant fut recueilli par le charitable curé de son village, qui s'efforça honnêtement de faire répéter à ce jeune garçon au large front, apathique et taciturne, les leçons qu'il n'arrivait pas à retenir à l'école. Mais ces tentatives demeurèrent vaines. À 14 ans, il s'aidait encore de ses doigts pour compter, et quelques années après, il ne lisait encore un livre ou un journal qu'au prix des plus grands efforts. Il faisait avec docilité ce qu'on lui ordonnait, avec une lenteur exaspérante tous les services qu'on lui demandait, mais ce qui chagrinait surtout le bon curé, c'était l'indifférence totale de son bizarre protégé. Il n'entreprenait rien de son propre chef, ne posait jamais une question, ne jouait pas avec les garçons de son âge, et ne s'occupait jamais spontanément. Le soir, le curé faisait avec le maréchal des logis ses 3 parties d'échecs quotidiennes. L'adolescent approchait alors de la table sa tignasse blonde et fixait en silence l'échiquier. Un soir d'hiver, un paysan, la casquette blanche de neige, entra précipitamment, demandant au prêtre s'il pouvait venir sur le champ administrer l'extrême onction à sa vieille mère qui se mourait. Peu de temps après, le maréchal des logis se mit en devoir de renfiler ses lourdes bottes pour s'en aller, lorsqu'il s'aperçut tout à coup que le regard de Mirko restait obstinément fixé sur l'échiquier et la partie commençait. Eh bien, veux-tu la finir? dit-il en plaisantant. Le jeune garçon leva timidement la tête, fit signe que oui, et s'assit à la place du curé. En 14 coups, voilà le maréchal des logis battu, et en plus obligé de reconnaître qu'il ne devait pas sa défaite à une négligence de sa part. La seconde partie tourna de même. « Mais c'est l'âne de Balaam !» s'écria l'ecclésiastique stupéfait lorsqu'il rentra. Malgré leur avancée, le curé ne put réprimer son envie de se mesurer avec son protégé. Mirko le battit lui aussi aisément. Il avait un jeu lent, tenace, imperturbable, ne relevait jamais son large front penché sur l'échiquier, mais la sûreté de sa tactique était indiscutable. Ni le maréchal des logis, ni le curé ne parvinrent les jours suivants à gagner une seule partie contre lui. Le prêtre, qui connaissait mieux que personne le retard de son pupille dans d'autres domaines, devint extrêmement curieux de savoir si ce don singulier se confirmerait face à des adversaires plus sérieux.
Le lendemain, il l'emmena en traîneau jusqu'à la petite ville voisine. Il connaissait là quelques joueurs d'échecs enragés. Tchentovic perdit la première partie, n'ayant jamais vu son excellent protecteur pratiquer ce qu'on appelle l'ouverture sicilienne. À la seconde, il faisait déjà partie nulle contre le meilleur joueur de la société. Et dès la troisième et la quatrième, il les battait tous, l'un après l'autre. C'est ainsi qu'une petite ville de province yougoslave fut le théâtre d'un événement des plus palpitants et que ces notables au grand complet assistèrent au début sensationnel de ce champion villageois. En 6 mois, Mirko apprit tous les secrets de la technique du jeu d'échecs. Ses connaissances étaient étroitement limitées, il est vrai, et l'on devait en rire souvent dans les cercles qu'il fréquenta par la suite, car Tchentovic ne parvint jamais à jouer une partie dans l'abstrait, ou comme on dit, à l'aveugle. Il était absolument incapable de se représenter l'échiquier en imagination dans l'espace. Mais cette particularité ne retarda nullement les stupéfiants progrès de Mirko. À 17 ans, il avait déjà remporté une douzaine de tournois. À 18 ans, il était champion de Hongrie. Et enfin, à 20 ans, champion du monde. Champion du monde! L'illustre galerie des maîtres de l'échiquier comprenait jusqu'alors les types de haute intelligence les plus divers. Des philosophes, mathématiciens, cerveaux imaginatifs, souvent créateurs. Pour la première fois, un personnage étranger au monde de l'esprit y figura désormais sous les traits de ce rustre, lourdeau, apathique et taciturne, auquel les plus habiles journalistes ne parvinrent jamais à soutirer le moindre mot qui pût servir à leurs articles. Tchentovic ne songeait qu'à tirer tout l'argent possible de son talent et de son renom. Sa cupidité ne reculait devant aucune mesquinerie. Comme tous les têtus, il n'avait aucun sens du ridicule. Depuis qu'il était champion du monde, il se croyait le personnage le plus important de l'humanité. Mais enfin, comment voulez-vous qu'un petit paysan du Banat âgé de 21 ans ne soit pas ivre de vanité en voyant qu'il lui suffit de déplacer des pièces sur une planche à carreaux pour gagner en une semaine plus d'argent que tous les habitants de son hameau n'en gagnent en une année de bûcheronnage et autres travaux éreintants? Et puis, n'est-il pas diablement aisé, en fait, de se prendre pour un grand homme quand on ne soupçonne pas le moins du monde qu'un Rembrandt, un Beethoven, un Dante ou un Napoléon ont jamais existé? Ce gaillard ne sait qu'une chose derrière son front barré, c'est que depuis des mois, il n'a pas perdu une seule partie d'échecs. Et comme précisément, il ne soupçonne pas qu'il y a d'autres valeurs en ce monde que les échecs et l'argent, il a toutes les raisons d'être enchanté de lui-même. Ces propos de mon ami ne manquèrent pas d'exciter ma curiosité. Les monomaniaques de tout poil, les gens qui sont possédés par une seule idée m'ont toujours spécialement intrigué. Car plus un esprit se limite, plus il touche par ailleurs à l'infini. Ces gens-là qui vivent solitaires en apparence, construisent avec leurs matériaux particuliers et à la manière des termites, des mondes en raccourci d'un caractère tout à fait remarquable. Aussi, déclarai-je mon intention d'observer de près ce singulier spécimen de développement intellectuel unilatéral et de bien employer à cet effet les 12 jours de voyage qui me séparaient de Rio. Vous avez peu de chance pourtant de parvenir à vos fins. Personne que je sache n'a encore réussi à tirer de Tchentovic le moindre indice d'ordre psychologique. Derrière son insondable bêtise, ce rustre est assez malin pour ne jamais se compromettre. C'est bien simple, il évite toute conversation.
L'expérience devait justifier ses paroles. Trois jours suffirent à me convaincre que la tactique défensive de Tchentovic était plus habile que ma volonté de l'aborder. J'en fus très contrarié. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de connaître personnellement un champion d'échecs, et plus je m'efforçais de m'en représenter un, moins j'y parvenais. Comment se figurer l'activité d'un cerveau exclusivement occupé sa vie durant une surface composée de 64 cases noires et blanches? Assurément, je connaissais par expérience le mystérieux attrait de ce jeu royal, le seul entre tous les jeux inventés par les hommes qui échappe souverainement à la tyrannie du hasard, le seul où l'on ne doive sa victoire qu'à son intelligence. Ou plutôt, à une certaine forme d'intelligence. Mais, n'est-ce pas déjà le limiter injurieusement que d'appeler les échecs un jeu? N'est-ce pas aussi une science, un art? L'origine s'en perd dans la nuit des temps, et cependant, il est toujours nouveau. Sa marche est mécanique, mais elle n'a de résultat que grâce à l'imagination. Il est étroitement limité dans un espace géométrique fixe, et pourtant ses combinaisons sont illimitées. Il poursuit un développement continuel, mais il reste stérile. C'est une pensée qui ne mène à rien, une mathématique qui n'établit rien, un art qui ne laisse pas d'œuvre, une architecture sans matière. Et il a prouvé néanmoins qu'il était plus durable à sa manière que les livres ou tout autre monument, ce jeu unique qui appartient à tous les peuples et à tous les temps et dont personne ne sait quel Dieu en fit don à la terre pour tuer l'ennui, aiguiser l'esprit et stimuler l'âme. Certes, je comprenais dans le principe qu'un jeu si particulier, si génial, pût susciter une sorte de matador. Mais comment concevoir un homme doué d'intelligence qui puisse s'en devenir fou et pendant 10, 20, 30, 40 ans tendre de toute la force de sa pensée vers ce but ridicule? Acculer un roi de bois dans l'angle d'une planchette. Et maintenant qu'un pareil phénomène, un aussi singulier génie, ou si l'on préfère, un fou aussi énigmatique se trouvait pour la première fois tout près de moi, sur le même bateau, à 6 cabines de la mienne, je me voyais dans l'impossibilité de pouvoir l'approcher, moi, qui pour mon malheur ai toujours eu une curiosité passionnée pour les choses de l'esprit. Mais je me mis à inventer les stratagèmes les plus absurdes. Si je lui demandais une interview pour un prétendu grand journal, histoire de chatouiller sa vanité, non. Si je lui proposais un lucratif tournoi en Écosse, en misant sur l'appât du gain, non. Finalement, je me souviens de la méthode la plus éprouvée pour le chasseur qui attire le coq de bruyère en imitant son cri à la saison des amours. N'était-ce pas tout simplement en jouant aux échecs qu'assurément on attirait le plus l'attention d'un joueur d'échecs? Tel un oiseleur, je m'installais au fumoir, devant un échiquier, avec ma femme, qui joue encore moins bien que moi. Nous n'avions pas fait 6 coups qu'en effet, un promeneur puis un autre s'arrêtait là et nous demandait la permission de regarder, jusqu'au moment où quelqu'un me pria, comme je le désirais, de faire une partie avec lui. C'était un ingénieur écossais qui s'appelait McConnor, et qui, me dit-on, avait amassé une grosse fortune en creusant des puits de pétrole en Californie. Trapu, la mâchoire carrée, les dents solides,
Il devait sans doute en partie la riche coloration de son teint à son goût prononcé pour le whisky. Il perdit la première partie de fort mauvaise grâce et se mit à expliquer avec une volubile autorité que sa défaite ne pouvait venir que d'un instant de distraction. À la troisième, il s'en prenait au bruit qu'on faisait dans la chambre voisine. Il ne perdit jamais sans réclamer la revanche. Et le troisième jour, mon stratagème réussit. Mais à moitié seulement. Tchentovic nous avait-il aperçus par un hublot en se promenant sur le pont? Ou bien honorait-il par hasard le fumoir de sa présence ce jour-là? Toujours est-il que nous le vîmes faire malgré lui quelques pas dans notre direction et jeter à bonne distance un œil de connaisseur sur l'échiquier où nous nous mêlions de pratiquer son art. Mac Connor était justement en train de déplacer un pion. Avec le geste dont on repousse sans même le feuilleter un mauvais roman policier, Tchentovic s'écarta de notre table et quitta le fumoir. Pesé et trouvé trop léger. Votre coup ne semble pas avoir enchanté le maître. What did you say? Quel maître? Mais ce monsieur que vous venez de voir passer tout près de nous en jetant un regard désapprobateur, c'était Tchentovic, le champion du monde, Mirko Tchentovic. Il se montra aussitôt fort excité et en oublia la partie commencée. La vanité lui gonflait les tempes. My God! Mais il faut absolument que je joue avec lui. Connaissez-vous cet illustre personnage? Non, mais d'ailleurs, où serait le plaisir d'une partie engagée entre un champion du monde et les joueurs de troisième classe que nous sommes? J'avoue que je n'aurais jamais dû employer cette expression de joueur de troisième classe devant un homme aussi vaniteux que Mac Connor. Il se rejeta en arrière et déclara sèchement: pour ma part, je ne crois pas Tchentovic capable de décliner l'invitation courtoise d'un gentleman. Je vais m'en occuper. Et il fila sur le pont. J'attendis avec un petit peu d'anxiété, et au bout de 10 minutes, Mac Connor revint. Il ne me parut pas beaucoup plus calme. You know, vous aviez raison, ce monsieur n'est pas très aimable. Je me suis présenté, j'ai décliné toutes mes qualités, il ne m'a même pas tendu la main. Je me suis efforcé alors de lui dire combien nous tous à bord serions heureux qu'il acceptât de jouer une partie simultanée contre nous. Il demeura raide comme un piquet et me répondit qu'il regrettait, mais qu'il s'était expressément engagé par contrat vis-à-vis de son agent à ne jamais jouer durant toute la tournée sans toucher d'honoraires. Il se voyait donc obligé de demander au minimum $250 par partie. 250 $! Jamais je n'aurais imaginé que déplacer des pions d'un carreau noir sur un carreau blanc fut une affaire aussi lucrative. J'espère que vous lui avez poliment tiré votre révérence. La partie aura lieu demain après-midi à 3 h, dans ce fumoir. Comment? Mais enfin, vous avez accepté ces conditions? Oh, écoutez, c'est consternant. Et pourquoi pas? C'est son métier. Nous nous hâtâmes d'informer de l'événement les 4 ou 5 joueurs d'échecs que nous connaissions à bord, et le jour suivant, à l'heure convenue, notre petit groupe était au complet. Bien entendu, on donna à Mac Connor la place qui faisait face à celle du maître, mais notre illustre champion se fit attendre 10 bonnes minutes. Il fit son apparition avec un insolent aplomb, se dirigea vers notre table d'un pas tranquille, mesuré, puis sans se présenter, se mit à organiser le jeu avec une sécheresse toute professionnelle. Vous savez qui je suis. Cela ne m'intéresse pas de savoir qui vous êtes. Comme une partie simultanée ordinaire est impossible, faute d'un nombre suffisant d'échiquiers, vous jouerez tous ensemble contre moi. Après chaque coup, je m'en irai à l'autre bout de chambre pour ne pas troubler vos délibérations. Aussitôt que vous aurez joué, vous frapperez sur verre avec cuillère pour m'avertir, puisque malheureusement, ici,
Si. Pas de sonnette. Comme de timides écoliers, nous acceptâmes toutes ces propositions. Le sort donna les noirs à Tchentovic. En réplique à notre ouverture, il joua son premier coup sans même s'asseoir et s'enfuit aussitôt dans le fond de la pièce, à la place qu'il s'était choisi pour attendre. Là, il feuilleta négligemment un journal illustré. Le récit détaillé de cette partie offrirait peu d'intérêt. Elle se termina bien entendu comme elle devait se terminer. En 24 coups, nous étions complètement battus. Cette machine à jouer aux échecs prononça alors le mot « mat » sans plus. Puis il resta là, immobile et muet, attendant de savoir si nous désirions recommencer. J'entendis McConnor dire à côté de moi d'une voix enrouée « Revanche !» Il semblait avoir changé de nature. Rouge jusqu'à la racine des cheveux, les narines dilatées, il transpirait visiblement. Tchentovic, lui, demeura impassible. Comme il vous plaira. C'est à ces messieurs de prendre les noirs. La seconde partie débuta comme la première, à la seule différence que notre cercle s'était élargi et animé de quelques curieux. McConnor regardait fixement l'échiquier. Nous étions ainsi parvenus peu à peu au 17e coup, et à notre propre ahurissement, la situation se présentait à notre avantage. Nous n'étions, il est vrai, pas tout à fait rassurés devant une chance aussi apparente, car à l'unanimité, nous soupçonnions Tchentovic de nous tendre cet appât avec d'autres intentions. Mais nous eûmes beau chercher et discuter, nous ne pûmes découvrir le traquenard. Finalement, le délai de réflexion réglementaire touchant à sa fin, nous nous décidâmes à risquer le coup. Déjà McConnor poussait le pion, lorsque quelqu'un le saisit par le bras et lui chuchota avec véhémence « Pour l'amour du ciel, pas ça !» Involontairement, chacun se retourna. Nous vîmes un homme d'environ 40, 45 ans, au visage étroit et anguleux, que j'avais déjà rencontré sur le pont et qui m'avait frappé par sa pâleur étrange, son teint presque crayeux. Sentant nos regards posés sur lui, il ajouta très vite « Si vous faites dame maintenant, il vous attaque immédiatement avec le fou ancien et vous ripostez avec le cavalier. Mais entre-temps, il ira menacer votre tour en D7 avec son pion libre, et même si vous faites échec avec le cavalier, vous êtes perdu et battu en 9 ou 10 coups. Ce sont à peu près les positions qu'avaient Al-Jekin et Bogol-Dubourg lors du grand tournoi de Pistiane en 1922. » Surpris, McConnor lâcha la pièce qu'il tenait dans la main et regarda émerveillé comme nous tous cet homme qui semblait tomber du ciel, tel un ange sauveur. Il se ressaisit et murmura avec véhémence « Mais que me conseillez-vous? N'avancez pas maintenant, évitez l'adversaire. Avant tout, éloignez le roi de la dangereuse ligne G8, H7. Votre partenaire attaquera probablement sur l'autre flanc, mais vous y parez avec la tour C8, C4. Cela lui coûtera 2 coups, un pion et sa supériorité. Vous lutterez alors pion libre contre pion libre, et si vous vous défendez bien, vous obtiendrez partie nulle. Vous ne pouvez pas tirer mieux de la situation. Déplacer le roi de G8 en H7? Certainement, il faut éviter l'adversaire. McConnor obéit, nous frappâmes sur le verre, ch'ting. Tchentovic s'avança vers notre table, d'un pas tranquille, apprécia la riposte en un coup d'œil, puis déplaça un pion, comme l'avait prévu notre sauveteur, qui aussitôt, la tour, avancer la tour C8, C4. Il faut l'obliger à protéger son pion, cela ne lui servira à rien d'ailleurs. Vous attaquerez alors avec le cavalier C3, D5 sans vous soucier de son pion libre. Et voilà la situation rétablie, cette fois en avant toute. Il n'est plus nécessaire de vous défendre. Nous ne comprenions pas ce qu'il voulait dire. Pas plus que s'il lui parlait chinois. Cependant, McConnor, déjà entièrement subjugué, fit ce qu'on lui ordonnait sans réfléchir davantage, nous frappâmes de nouveau sur le verre, ch'ting. Tchentovic, pour la première fois, ne joua pas aussitôt. Il fit exactement le coup que l'étranger avait annoncé, s'apprêta à s'éloigner, cependant, avant de se détourner, se produisit un fait nouveau, inattendu. Tchentovic leva la tête et examina nos rangs. Il cherchait manifestement à savoir qui lui opposait tout à coup une si énergique résistance. Dès lors, notre excitation ne connut plus de bornes. Déjà, notre nouvel ami avait décidé du coup suivant. Mes doigts tremblaient quand je saisis la cuillère pour frapper de nouveau sur le verre. Ch'ting! Nous connûmes alors notre premier triomphe. Tchentovic, qui avait toujours joué debout,
hésita. Hésita. Et il finit par s'asseoir. Il se laissa tomber pesamment, à regret, sur son siège. Puis au bout de quelques minutes, il joua et se leva. Bien joué! Il ne se compromet pas, mais ne vous faites pas avoir, obligez-le à choisir. Il le faut pour obtenir partie nulle, et alors rien, mais alors rien ne pourra plus le sauver. Après 6 ou 7 coups, Tchentovic resta longtemps songeur. Partie nulle. Est-ce que ces messieurs désirent faire 3e partie? Il posait la question de manière purement objective, un homme d'affaires. Cependant, en prononçant ces mots, il ne s'adressait pas à McConnor, car il jeta un regard perçant dans la direction de notre sauveteur. Sans lui laisser le temps de répondre, ni même de réfléchir, McConnor, triomphant, fulgurant, « Mais naturellement! Mais vous allez jouer seul contre Tchentovic! Vous, là! Ah bah oui! Vous, seul contre Tchentovic! Moi? » Oh! Oh! Oh, excusez-moi, mais... jamais de la vie. Écoutez, c'est tout à fait impossible. Je ne saurais entrer en considération. Il y a 20 ou 25 ans que je n'ai pas vu d'échiquier. Écoutez, je suis intervenu dans votre jeu sans votre permission et je m'aperçois seulement maintenant combien c'était déplacé de ma part. Veuillez excuser un importun qui ne recommencera pas, je vous assure. Et avant même que nous fussions remis de notre surprise, il avait quitté la pièce. Si l'un ou l'autre de ces messieurs désire faire 3e partie de moi, je suis à leur entière disponibilité dès 3 heures de l'après-midi. Et il sortit. 25 ans que cet homme n'a pas joué aux échecs, mais c'est tout à fait impossible. Paisibles et indolents passagers que nous étions jusque-là, nous fûmes soudain saisis d'une humeur sauvage et batailleuse à l'idée que sur ce bateau, en plein océan, Tchentovic pourrait se voir arracher ses palmes. Ce serait un record immédiatement annoncé par radio au monde entier. Le hasard venait-il de nous faire découvrir un nouveau génie des échecs? Nous convînmes de tout tenter pour persuader l'étranger à jouer une partie contre Tchentovic dès le lendemain. McConnor s'engagea à couvrir les risques financiers de l'affaire. Sur ces entrefaites, on apprit, en interrogeant le steward, que l'étranger était autrichien. Et je fus chargé, puisque j'étais son compatriote, de lui présenter notre requête. J'eus vite fait de le retrouver sur le pont Promenade, où il s'était réfugié. Il lisait, étendu sur sa chaise longue. L'étonnante pâleur de son visage, relativement jeune, me frappa de nouveau. J'avais, je ne sais pas pourquoi, l'impression que cet homme avait vieilli prématurément. Permettez-moi de me présenter. Mon nom ne vous est pas inconnu, sans doute?
Oui, c'est en effet celui d'une vieille famille autrichienne, très considérée, il est vrai. Un ami très proche de Schubert l'a porté. Pardon? Oui, j'entends bien votre demande, mais l'adversaire dont vous me parlez est-il vraiment un maître si connu? Écoutez, vous me voyez très déconcerté. Je n'avais pas la moindre idée en jouant face à lui qu'il fût un champion, surtout le plus célèbre de notre époque. Écoutez, je suis prêt à disputer une partie avec lui, mais je vous demande expressément d'avertir ces messieurs qu'ils ne doivent pas fonder de trop grands espoirs sur mes talents. Car permettez-moi d'ajouter, j'ignore en vérité si je suis capable ou non de jouer une partie d'échecs selon toutes les règles. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait exact. Je me suis beaucoup intéressé aux échecs, mais comment dire? La chose se produisit dans des circonstances très particulières, voire uniques. C'est une histoire assez compliquée qui pourrait tout au plus servir d'illustration à la charmante et grandiose époque où nous vivons. Je suppose que vous n'avez guère entendu parler de l'étude d'avocat que je dirigeais avec mon père d'abord puis tout seul, car nous ne défendions pas de causes éclatantes, celles dont on parle dans les journaux. Nous nous bornions à être des conseillers juridiques et à administrer les biens des grands couvents. En outre, quelques membres de la famille impériale nous avaient confié la gérance de leur fortune. Ces liens avec la cour et le clergé dataient de 2 générations déjà, nous n'avions qu'à les maintenir. Lorsqu'ensuite Hitler arriva au pouvoir en Allemagne et qu'il se mit à dépouiller l'église et les couvents, diverses transactions se firent par notre moyen. Et à ce moment-là, nous en savions plus, mon père et moi, sur certaines négociations politiques secrètes de Rome et de la maison impériale que le public n'en apprendra jamais. Or, les national-socialistes, bien avant de mettre sur pied leurs armées et de les lancer contre le monde, avaient organisé dans tous les pays voisins une autre légion, aussi dangereuse et bien entraînée, celle des laissés-pour-compte, des aigris et des mécontents. J'appris, hélas, trop tard, qu'ils avaient leur homme aussi dans notre petite étude. Ce n'était à vrai dire qu'un pitoyable commis très peu capable, engagé pour donner à notre bureau l'aspect d'une affaire ordinaire. Il fallut un hasard malheureux pour que l'ambitieux individu s'aperçût qu'on se méfiait de lui et que toutes sortes d'affaires sérieuses se passaient derrière son dos. Peut-être en mon absence, un messager imprudent a-t-il parlé de Sa Majesté au lieu de l'appeler le baron Berne, comme il était convenu. Ou bien le gredin a-t-il ouvert des lettres, contrairement aux ordres reçus. Toujours est-il que Munich ou Berlin le chargea de nous surveiller, avant que j'en eusse le moindre soupçon. J'eus bientôt une preuve tangible de l'attention que me vouait depuis longtemps la Gestapo. Le soir même où Schussnich annonçait sa démission, la veille du jour où Hitler entrait à Vienne, j'étais déjà arrêté par les hommes de la SS. Par bonheur, j'avais brûlé les papiers les plus importants. Excusez-moi.
Vous vous figurez que je vais maintenant vous parler d'un de ces camps de concentration où furent conduits tant d'Autrichiens restés fidèles à notre vieux pays, et que je vais vous décrire toutes les humiliations et les tortures que j'y souffris. Mais il ne m'arriva rien de pareil. Je fus classé dans une autre catégorie, celle de cet autre groupe, beaucoup moins nombreux, dont les national-socialistes espéraient tirer de l'argent et des renseignements importants au moyen de méthodes dont on connaissait les excellents résultats. On me fit l'apparente faveur de m'installer dans une chambre particulière de l'hôtel Métropole, celui-là même où la Gestapo avait établi son quartier général. L'obscur personnage que je suis eut aussi cet honneur. Une chambre particulière dans un hôtel. Peut-on rêver traitement plus humain, n'est-ce pas? Et pourtant, croyez-moi, c'était pour nous appliquer une méthode plus raffinée, mais non pas plus humaine, qu'on nous logeait en personnalité importante dans des chambres d'hôtel particulières, convenablement chauffées, et non dans des baraques glacées avec 20 personnes. C'était l'isolement le plus raffiné qui se puisse imaginer. On ne nous faisait rien. On nous laissait seulement en face du néant. Car il est notoire qu'aucune chose au monde ne presse davantage l'âme humaine. Au premier abord, la chambre qu'on m'assigna n'avait rien d'inconfortable. Elle possédait une porte, un lit, une table, une chaise, une cuvette, une fenêtre grillagée. Mais la porte demeurait verrouillée jour et nuit. Il m'était interdit d'avoir un livre, un journal, du papier ou un crayon, et la fenêtre s'ouvrait sur un mur coupe-feu. Autour de moi, c'était le néant. J'y étais tout entier plongé. Je n'entendais jamais une voix humaine. Jour et nuit, les yeux, les oreilles, tous les sens ne trouvaient pas le moindre aliment. On restait seul, désespérément seul, en face de soi-même, avec son corps et 4 ou 5 objets muets. On n'avait rien à faire, rien à voir, rien à entendre. On allait et venait dans sa chambre avec des pensées qui vous trottaient dans la tête, sans trêve, suivant le même mouvement, mais si dépourvues de matière qu'elles paraissent, les pensées aussi ont besoin d'un point d'appui, faute de quoi, elles se mettent à tourner sur elles-mêmes, dans une ronde folle. Elles ne supportent pas le néant, elles non. On attendait quelque chose du matin au soir. Il n'arrivait rien. On attendait. On recommençait à attendre. Il n'arrivait rien. À attendre, 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 attendre. Les pensées tournaient, tournaient, tournaient dans votre tête jusqu'à ce que les tempes vous fassent mal. Il n'arrivait toujours rien. On restait seul. On restait tout seul. Cela dura 15 jours.
Enfin commencèrent les interrogatoires. On était appelé brusquement, sans bien savoir si c'était le jour ou la nuit. On nous conduisait à travers des corridors, on ne savait pas où. Ensuite, on attendait quelque part, sans savoir où on était. Et puis tout à coup, on se retrouvait devant une table, autour de laquelle étaient assis quelques personnages en uniforme. On me questionnait. Chacune de mes réponses comportait une écrasante responsabilité. Si je reconnaissais quelque chose qu'on ne savait pas, j'envoyais peut-être quelqu'un à la mort. Mais l'interrogatoire n'était pourtant pas le pire. Le pire, c'était le retour. Juste après. Le retour au néant. Dans cette même chambre, devant cette même table, ce même lit, cette même chaise, cette même cuvette, ce même papier au mur. Car à peine étais-je seul avec mes pensées que je me mettais à refaire l'interrogatoire. J'examinais, je creusais, je sondais chaque question posée, chaque réponse donnée. Autour de moi, jamais rien d'autre que le lit, la table, la chaise, la cuvette. Quelle torture interminable. Aucune distraction, pas un livre, pas un journal, pas une allumette pour jouer. Rien! Oui. Il fallait un génie diabolique, un tueur d'âme pour inventer le système de la chambre d'hôtel. Me faire ressasser mes pensées jusqu'à ce qu'elles m'étouffent, que je ne puisse faire autrement que de les cracher, pour ainsi dire d'avouer tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils voulaient, livrant ainsi mes amis et les renseignements désirés. Je sentais peu à peu que mes nerfs commençaient à se relâcher sous l'atroce pression du néant. Et je me raidissais jusqu'à la limite de mes forces pour essayer d'inventer ou de trouver une diversion. En guise d'occupation, je récitais ou reconstituais tant bien que mal tout ce que j'avais appris par cœur autrefois. Chants populaires, rimes enfantines, passages d'Homère appris au lycée, paragraphes du Code civil. Puis j'essayais de faire des calculs, d'additionner, de diviser, des nombres quelconques. Mais dans ce vide, ma mémoire ne retenait rien. Je ne pouvais me concentrer sur rien. La même pensée se glissait partout. Que savent-ils? Qu'ai-je dit hier? Que dois-je dire la prochaine fois? Je vécus 4 mois dans ces conditions indescriptibles. 4 mois. C'est vite écrit. C'est vite dit. Un quart de seconde suffit à articuler ces 3 syllabes. 4 mois. Ah, de petits signes inquiétants, je connus que mon cerveau se détraquait. Au début, j'avais la tête claire durant les audiences. Je faisais des dépositions calmes, réfléchies. Maintenant, je n'articulais plus même une phrase toute simple, sans bégayer. Car tout en la prononçant, je fixais, hypnotisais la plume du greffier qui courait sur le papier, comme si je voulais courir après mes propres paroles.
J'en étais réduite à cette extrémité lorsqu'un événement inattendu se produisit, qui devait être mon salut, du moins pour un certain temps. C'était un jour sombre et maussade de la fin de juillet. Je me souviens très bien de ce détail parce que la pluie tambourinait sur les vitres le long du couloir par lequel on m'emmenait à l'interrogatoire. On me fit attendre ce jour-là dans l'antichambre du juge d'instruction. Il fallait toujours attendre avant de comparaître, cela faisait partie de la méthode. Attendre, attendre. Je restais debout dans cette attente 2 bonnes heures durant, ce jeudi 27 juillet. Et voici pourquoi je me rappelle si précisément cette date. Il y avait un calendrier au mur, et tandis que les jambes me rentraient dans le corps à force d'être debout, bien entendu, il était interdit de s'asseoir. Je dévorais des yeux dans une soif de lecture que je ne peux décrire. Ce chiffre et ce petit mot. 27 juillet. Puis je me remis à attendre, à regarder la porte. C'était encore un soulagement d'être ainsi dans une autre chambre que la mienne, une chambre un peu plus grande, éclairée de 2 fenêtres au lieu d'une, sans lit, sans table, sans cuvette. La porte avait un vernis différent. La chaise aussi, devant le mur, était autre. À droite, il y avait une armoire pleine de dossiers et un vestiaire avec des patères auxquels pendaient 3 ou 4 manteaux militaires mouillés, les manteaux de mes bourreaux. Ainsi, j'avais des objets à regarder et mes yeux frustrés, mais se cramponnaient avidement au moindre détail. Je considérais chaque pli de ces manteaux. Je remarquais par exemple une goutte de pluie au bord d'un col mouillé. J'attendis avec une émotion insensée de voir si elle allait continuer à couler le long du pli, ou bien se défendre encore contre la pesanteur et s'accrocher plus longtemps. Lorsqu'elle fut enfin tombée, je me mis à compter les boutons, puis je comparais les parements entre eux. Mes yeux buvaient tous ces détails stupides et insignifiants, et s'en repaissaient, et s'en délectaient avec une passion que je ne puis exprimer par des mots. Et soudain, mes yeux s'arrêtèrent net. J'avais découvert quelque chose qui gonflait sur le côté de la poche d'un des manteaux. Je m'approchai et je crus reconnaître, à travers l'étoffe tendue, le format rectangulaire d'un livre. Un livre. Un livre dans lequel je verrais des mots alignés les uns à côté des autres, des lignes, des pages, des feuillets que je pourrais tourner. Un livre dans lequel je pourrais suivre d'autres pensées, des pensées neuves qui me détourneraient de la mienne et que je pourrais garder dans ma tête. Mais quelle trouvaille, enivrante et calmante à la fois. Mais je n'y tins plus, je me... Heureusement, le gardien ne prêtait aucune attention à mon étrange conduite. Je mis mes mains derrière mon dos pour pouvoir le toucher subrepticement. Un livre. C'était bien un livre. Essaie de le voler. Peut-être réussiras-tu et tu pourras le cacher dans ta cellule et lire, enfin, lire de nouveau. Je me serrai contre le manteau et tout en gardant les yeux fixés sur le gardien, je fis peu à peu remonter le livre hors de la poche. Hop. Je tins soudain dans ma main un petit volume assez mince, qui était souple et craquait un peu. Alors seulement je fus effrayé de ce que je venais de faire. Mais je ne pouvais plus reculer. Où le mettre maintenant? Où? Toujours dans mon dos, je glissais le livre dans mon pantalon, sous ma ceinture, et de là, tout doucement,
jusqu'à la hanche, de manière à pouvoir le maintenir en marchant. Vint alors l'interrogatoire. Il exigea de moi un plus gros effort que d'habitude. Par bonheur, l'audience fut courte ce jour-là, et je rapportai le livre, sain et sauf, jusque dans ma chambre. Vous vous imaginez que j'ai immédiatement tiré le livre de sa cachette pour le contempler et le lire, mais je n'en fis rien. Je voulus d'abord savourer toute la joie que me donnait la seule présence de ce livre, et je retardai à dessein le moment de le voir pour le plaisir excitant de rêver en me demandant quelle sorte de livre je voulais que ce fût. Surtout, imprimé très serré, avec le plus de texte possible, des feuillets très fins, afin que j'aie plus longtemps à lire. J'espérais que ce serait une œuvre difficile, qui demanderait un gros effort intellectuel, rien de médiocre, quelque chose qui puisse s'apprendre, qui se puisse apprendre par cœur, de la poésie, et de préférence, Goethe ou Homère. Enfin, je ne contins plus mon désir et ma curiosité. Je tirai en tremblant le livre de dessous ma ceinture. Au premier coup d'œil, je fus dépité et amèrement déçu. Ce livre n'était qu'un manuel d'échecs, une collection de 150 parties jouées par des maîtres. N'eussé-je pas été enfermé et verrouillé, mais j'aurais dans la colère jeté le livre par la fenêtre, car au nom du ciel, que pouvais-je tirer d'une telle absurdité? Une collection de 150 parties jouées par des maîtres. Mais comment me servir de cet ouvrage théorique? On ne peut jouer aux échecs sans partenaire, sans échiquier, sans pièces. Je feuilletai le volume avec mauvaise humeur, en espérant tout de même y découvrir quelque chose à lire, un avant-propos, des instructions. Il ne contenait que les diagrammes tout secs, dans des encadrés de parties célèbres, avec au-dessous des signes qui me furent d'abord incompréhensibles. A2, A3, SF1, G3 et ainsi de suite. C'était une sorte d'algèbre dont je n'avais pas la clé. Mais peu à peu, je compris que ces représentations purement graphiques étaient une manière de langage. Je pourrais peut-être ici, dans ma cellule, fabriquer une espèce d'échiquier et essayer ensuite de jouer ces parties. Je fis un damier avec mon drap de lit, qui était grossièrement quadrillé, les pièces avec de la mie de pain. J'y ajoutai un peu de poussière pour les noirs. Au bout de 6 jours, je jouais déjà correctement. 8 jours après, je n'avais plus besoin des pièces en mie de pain pour me représenter les positions respectives de mes adversaires sur l'échiquier. 8 jours encore, je supprimais le drap quadrillé. L'échiquier et les pièces se projetaient dans mon esprit et les formules du livre y figuraient immédiatement des positions.
J'étais comme un musicien exercé qui n'a qu'un coup d'œil à jeter sur une partition pour entendre les thèmes et les harmonies qu'elle contient. Il me fallut encore 15 jours pour être capable de reconnaître la manière caractéristique de chacun des joueurs célèbres, aussi sûrement qu'on reconnaît un poète à quelques vers. La variété anima désormais ma cellule muette, la régularité de ces exercices, 2 parties le matin, 2 l'après-midi, une brève révision des 4 le soir, rendit leur assurance à mes facultés intellectuelles. Dès lors, je n'eus plus aucune défaillance devant mes juges. Et il me sembla que les hommes de la Gestapo commençaient à me regarder avec un certain respect. Ce temps heureux, où je refis systématiquement les 150 parties du manuel, dura environ 3 mois. Et puis, je retournai au néant. Pour m'occuper, il lui fallut un second volume, avec d'autres modèles. Comme c'était tout à fait exclu, je dû inventer d'autres parties, que j'essayais de jouer avec moi-même, ou plutôt contre moi-même. Dès l'instant où je cherchais à jouer contre moi-même, je me mis inconsciemment au défi. Le noir que j'étais rivalisait avec le blanc que j'étais aussi. Et chacun d'eux devenait avide et impatient en voulant gagner. Quelle histoire inimaginable qu'une schizophrénie aussi artificielle. Quel inconcevable dédoublement de la personnalité. Aucune diversion ne s'offrant, excepté ce jeu absurde. Toute ma rage et mon désir de vengeance s'y déversèrent furieusement. Du matin au soir, je ne voyais que pion, gamme, roi, fou, cavalier. Je n'avais en tête que A, que B, que C, que Mac, que Roc. Tout mon être, toute ma sensibilité se concentrait sur les cases d'un échiquier imaginaire. La joie que j'avais à jouer devenait un désir violent. Le désir, une contrainte, une manie, la passion de gagner, la passion de vaincre, la passion de me vaincre moi-même devenait une sorte de fureur frénétique. Du matin au soir, je ne pensais qu'échec, déplacement des pièces. Cette monomanie m'empoisonnait le corps, autant que l'esprit, mon sommeil devenait très agité, intermittent. Mais sitôt une partie commençait, mais j'étais galvanisé par une force sauvage. Je ne puis moi-même vous dire comment, dans cet état affreux, indescriptible, se produisit la crise. Je sais seulement que je me réveillais un beau matin d'une autre manière que d'habitude. Mon corps était délivré de moi-même. Délicatement, il se prélassait, mollement étendu, dans un agréable confort. Tout à coup, il me sembla entendre des voix derrière moi, des voix humaines, chaudes, vivantes, qui prononçaient des mots tranquilles. Tu rêves. Tu rêves. Surtout, n'ouvre pas les yeux.
Prolonge ton rêve, continue de rêver. Mais la curiosité l'emporta. Lentement, prudemment, j'ouvris les yeux. Merveille! Je me trouvais dans une autre chambre que la mienne, une chambre toute blanche. L'après-midi, j'eus la visite du docteur. C'était un aimable vieux monsieur. J'ignore quel rapport ce précieux ami put bien faire à mes bourreaux. Le fait est qu'il obtint ma libération. Vous comprenez pourquoi maintenant je me suis comporté de manière si incompréhensible envers vos amis. J'avais complètement oublié qu'on peut jouer aux échecs sur un véritable échiquier, avec des pièces palpables. Non, ne vous faites pas d'illusions en ce qui concerne la partie. Il ne s'agira pour moi que de me mettre à l'épreuve. Oui, je voudrais savoir si je suis capable de jouer une partie d'échecs ordinaire sur un vrai échiquier, avec de vraies pièces, devant un adversaire réel, car il me reste toujours un doute à ce sujet. Vous ne prétendez pas sérieusement, j'espère, que je me mesure avec un champion du monde et que je le mette hors de combat. Non, non, non. Non, la seule chose qui m'intrigue et qui m'intéresse, c'est de savoir, une fois pour toutes, si je jouais réellement aux échecs dans ma cellule ou si j'étais déjà fou. Si j'étais en deçà ou au-delà de la zone dangereuse. Vous comprenez? C'est le but unique de cette partie à mes yeux. Encore un mot, je ne voudrais pas paraître impoli une seconde fois. Dites bien à ces messieurs que je ne jouerai qu'une seule partie. Ce sera le point final à la vieille histoire. Une conclusion définitive, pas un recommencement. Je ne désire pas être repris par cette passion fiévreuse, cette rage de jouer, à laquelle je ne pense qu'en tremblant. D'ailleurs, le médecin m'avait averti, expressément averti. Un homme qui a été atteint d'une manie peut retomber malade, même s'il est complètement guéri. Il vaut mieux ne plus s'approcher d'un échiquier quand on a été intoxiqué, comme je fus. Donc, je jouerai cette unique partie pour être fixé là-dessus. Et ce sera tout. Le lendemain, à 3 heures très précises, nous étions comme prévu réunis au fumoir. Tchentovic ne se fit pas attendre comme la veille, cette fois, et après la répartition des couleurs, une partie mémorable s'engagea qui mettait aux prises mon très obscur compatriote, M. B, avec l'illustre champion du monde, Mirko Tchentovic. Le contraste intellectuel que formaient les deux partenaires s'exprima de plus en plus physiquement au cours de la partie. Raide et immobile comme une souche, Tchentovic, très bien rodé, ne quittait pas l'échiquier des yeux. Monsieur B, au contraire, restait parfaitement libre et dégagé dans ses mouvements, véritable dilettante au plus beau sens du mot. Puis à suivre la partie, et à notre ignorance s'ajouta peu à peu une fatigue qui venait surtout des interminables minutes de réflexion nécessaires à Tchentovic. Cette lenteur irritait visiblement notre ami Monsieur B, et je remarquai avec inquiétude qu'il s'agitait de plus en plus sur son siège au fur et à mesure que la partie durait. Son cerveau travaillait si vite qu'il avait sans doute déjà calculé toutes les possibilités de son adversaire. Au 42e coup, 2 heures 3 quarts plus tard,
C'était au tour de Tchentovic. Le champion avait le doigt sur le cavalier pour le faire avancer, lorsque Monsieur B se ramassa sur lui-même comme un chat qui va sauter. Ça y est, c'est réglé! Nous nous penchâmes tous. Au premier abord, on ne voyait rien de menaçant. Tchentovic était resté aussi imperturbable que s'il n'avait pas entendu cet offensant, ça y est. Il ne se passa rien. 3 minutes s'écoulèrent, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8. Tchentovic ne bougeait toujours pas. Cette attente devenait intolérable pour notre ami M. B comme pour nous. Il se leva d'un bond et se mit à marcher de long en large, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. J'étais plein d'inquiétude car je venais de m'apercevoir qu'il arpentait toujours un même espace. Ce qui se produisit ensuite, aucun de nous ne s'y attendait. Tchentovic leva lourdement sa main, ne joua pas, et du revers, repoussa les pièces sur l'échiquier. L'invraisemblable venait de se produire. Le champion du monde, le vainqueur d'innombrables tournois, venait de baisser pavillon devant cet inconnu. Encore une partie? Mais certainement, non! Cessez immédiatement de jouer. Cessez immédiatement de jouer, c'est trop éprouvant pour vous. Éprouvant, mais pas du tout, j'aurais pu jouer une dizaine de parties si on ne traînait pas trop. C'est une fatigue à ce rythme, c'est de rester éveillé. Allons, c'est à vous de commencer. Eh bien, jouez donc! Puis-je vous prier de ne point tambouriner? Cela me fatigue. Je ne puis me concentrer ainsi. Ah! Mais je m'en aperçois! Que voulez-vous dire? Oh rien! Simplement que vous êtes très nerveux! Tchentovic semblait pétrifié. D'un coup à l'autre, l'attitude de M. B devenait de plus en plus étrange. J'étais persuadé qu'il nous avait tous oubliés, y compris Tchentovic, et qu'il était en proie à une crise de démence froide qui pouvait éclater avec violence à n'importe quel instant. Et effectivement, la chose se produisit au 19e coup. Échec! Échec au roi! Lentement, très lentement, Tchentovic leva la tête et nous regarda l'un après l'autre. Je regrette, mais je ne vois pas comment mon roi pourrait être en échec. Un de ces messieurs le voit-il? Nous nous penchâmes tous, nous examinâmes la situation. Le roi de Tchentovic était entièrement couvert par un pion. Il n'y avait donc pas échec au roi. Mais le roi n'est pas à sa place. Il doit être en F7 et pas en G7. C'est une autre partie. Tout est faux sur cet échiquier. Ce pion-là doit être en D4 et pas en D5. Mais qu'est-ce qu'il y a? Au nom du ciel. Ai-je dit ou fait quelque chose d'insensé? Suis-je de nouveau... Non, 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 mais cessez immédiatement de jouer. Souvenez-vous de ce que vous a dit le médecin. Souvenez-vous. Oh. Ah. Oh, veuillez excuser ma sotte méprise. Ce que je viens de dire est une absurdité, bien entendu. C'est vous qui l'avez emporté, monsieur. Je m'excuse auprès de vous, messieurs, mais je vous avais prévenu qu'il ne fallait pas trop attendre de moi. Trop me faire confiance. Pardonnez cet incident ridicule. C'est la dernière fois de ma vie que je m'essaie aux échecs. Il s'inclina une dernière fois et s'enfuit de la même manière mystérieuse et discrète qu'il nous était apparu la première fois. J'étais seul à savoir pourquoi cet homme ne toucherait plus jamais un échiquier.